C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et d'avoir cette opportunité de vous présenter un grand monsieur de l'ORL, le chef de service de ORL du 20 août du CHU de Casablanca. Professeur Mhtar est un chirurgien ORL qui va nous parler du nodule thyroïdien et donc surtout la place de la chirurgie dans cette pathologie. Merci beaucoup et je vous donne la parole. Salam alaikum. Merci, professeur Ksayer, pour cette introduction. Donc, rapidement, je ne vais pas tarder pour remercier le bureau de l'association Association des médecins de Casa Centre. Donc, de m'avoir associé à leur congrès dans cette ville marocaine très jolie, dans cette ambiance extraordinaire. Donc, je ne vais pas tarder pour rapidement commencer mon topo sur le nodule thyroïdien. Ce nodule thyroïdien qui continue toujours à poser un problème diagnostique et même thérapeutique en 2021. C'est-à-dire avec tout le développement technologique que connaît le monde, pour faire le diagnostic du cancer de la thyroïde, il est encore très très difficile. Et ce nodule thyroïdien, il constitue un motif fréquent de consultation. Motif de consultation aussi bien chez l'ORL que chez le médecin généraliste. La majorité, le problème, ce n'est pas un problème, mais heureusement que ces nodules sont bénins en majorité. Bénins en majorité et sont de découverte souvent fortuite par le médecin généraliste. La conduite à tenir, vous allez la voir, que devant un nodule thyroïdien reste dictée par la crainte d'un cancer. La crainte d'un cancer thyroïdien, donc il faut chercher le cancer et éviter d'opérer les nodules bénins. Parce qu'opérer un nodule bénin, surtout en cas de goitre nodulaire, ça veut dire qu'on va mettre le malade sous traitement substitutif à vie. Aussi, c'est pas normal. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une chirurgie thyroïdienne complète pour un nodule bénin, normalement pour moi, lorsque je trouve à l'anatomopathologie que c'est un goitre bénin, c'est très difficile pour moi de dire au patient que vous n'avez rien, même si le malade est heureux de ce résultat anatomopathologique. À l'intérieur de moi, je sens que je ne suis pas encore capable de faire le diagnostic. Je veux opérer que les cancers. Je ne veux pas opérer les goitres bénins. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'arrive pas à le faire. Donc, il apparaît essentiel de sélectionner les patients ayant un nodule relevant d'un geste chirurgical. Ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire ces dernières années, c'est d'essayer de classer le malade. On va le voir. Classer le malade en fonction des risques, de la probabilité que ce malade a un cancer. Et après, vous allez le voir qu'après traiter un cancer de la thyroïde, on va encore reclasser le patient. On va le reclasser par rapport au risque de récidive. Et après, dans le suivi, on va faire la même chose. On reclasse le patient. Vous allez voir qu'il y aura une stratification de risques en permanence pour un petit peu essayer d'adapter même le suivi. Il y a des malades qu'on va voir tous les 6 mois. Il y a des malades qu'on va voir tous les ans. Donc, on va même classer le malade après le traitement. Donc ça, vous le connaissez tous, que les nodules sont en général, le risque qu'un cancer soit malin est proche de 5%, le risque de cancer est similaire qu'il s'agit d'un nodule solitaire ou d'un goitre nodulaire. Donc, qu'est-ce que nous avons pour faire le diagnostic? C'est l'interrogatoire, l'examen clinique, l'évaluation échographique et le bilan biologique. Donc, on va commencer par, comme je vous ai dit, donc pour personnaliser le traitement, on est obligé de calculer ce risque de cancer préopératoire et puis le risque de récidive en post-traitement, qu'il soit chirurgie, hérathérapie, traitement freinateur. Donc on doit calculer ce risque de récidive et au cours du suivi, comme je vous ai dit.
Donc l'interrogatoire, toujours ayant à l'esprit ce risque de cancer, il faut chercher les éléments qui sont en faveur devant un nodule thyroïdien que ce malade présente un cancer. Un cancer, ça veut dire que son nodule est un cancer de la thyroïde. Première des choses, c'est l'âge, les âges extrêmes. Les âges extrêmes, inférieurs à 15 ans et supérieurs à 55 ans, sont des éléments de mauvais pronostic, c'est-à-dire si nous avons ces âges, il faut plutôt penser au cancer de la thyroïde. Le sexe masculin. Et puis les signes de compression, c'est ce que nous appelons les extensions extrathyroïdiennes, ça on va le voir. Et puis ça c'est un élément important des antécédents. Les risques personnels et familiaux de cancer ou des radiations durant l'enfance. Ces éléments, il faut les prendre en considération, vous allez le voir, même que le traitement il va changer. Il y a des cas où on peut faire qu'une lobotomie en cas de cancer de la thyroïde, mais lorsque nous avons un cancer de la thyroïde dans la famille ou des antécédents d'irradiation, plutôt il faut privilégier la thyroïdectomie totale par rapport à la lobotomie. Mon topo, ici vous allez le voir, qu'il y a des cas, en cas de cancer de la thyroïde, on va faire qu'une lobotomie. Et on veut que tout le monde parle la même chose. C'est-à-dire, si je fais une lobotomie pour un cancer de la thyroïde, qu'un médecin ORL ou un médecin généraliste revoit le compte-rendu anatomopathologique et trouve un cancer de la thyroïde, je pense qu'il ne faut pas facilement lui dire qu'il fallait faire la thyroïdectomie totale. Parce que moi, lorsque j'ai fait la lobotomie, ça veut dire que j'ai respecté. Il y a des recommandations nationales et internationales pour ne proposer que la lobotomie chez ce malade. Ce n'est pas la peine de faire la thyroïdectomie totale. Et on va voir quelles sont les indications et les limites entre la lobotomie et la thyroïdectomie totale en cas de cancer de la thyroïde. Donc l'examen clinique, il est important. L'examen clinique, je peux vous dire que mieux que l'échographie, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité qu'on développe avec l'âge médical par rapport à la palpation, c'est-à-dire trouver le nodule, est-ce qu'il est mobile dans le plan vertical, est-ce qu'il est mobile dans le plan transversal, est-ce qu'il est mobile à la déglutition, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il est... Tous ces éléments sont importants et ça oriente vers le risque de 5 ans. Les adénopathies. Pour nous, les adénopathies, un nodule thyroïdien associé à des adénopathies, ça veut dire que le nodule a dépassé la capsule thyroïdienne. Il y a une extension lymphatique, il y a des métastases ganglionnaires, donc c'est un stade un petit peu avancé de la maladie cancéreuse. La mobilité du cordes vocales, toujours. La capsule thyroïdienne, le récurrent passe derrière la capsule thyroïdienne. S'il y a une paralysie récurrentielle associée, ça veut dire que le nodule a dépassé et donc c'est un malade qui est à haut risque de récidive et donc le diagnostic de cancer est fort probable. Le bilan biologique, la thyroïde, c'est une glande, donc il sécrète des hormones et le TSH donc est capital pour plus ou moins faire la différence entre un goitre, entre une hyperthyroïdie ou une euthyroïdie ou une hypothyroïdie. Tous ces éléments sont capitaux. Même on va le voir, le traitement. Dans le traitement, on va traiter les malades en fonction des risques. C'est-à-dire, est-ce que c'est un traitement freinateur, c'est un traitement substitutif, en fonction des risques de récidive de cancer de la thyroïde. Donc, on va juger notre bilan hormonal et la TSH. Ici, l'échographie. L'échographie, tirade 1, tirade 2, tirade 3, faible risque. Tirade 4, risque intermédiaire. Tirade 5, haut risque. C'est la même classification qu'on va faire pour les malades lorsqu'on va proposer la chirurgie. Même cette classification, et c'est très difficile à mettre en place en pratique de tous les jours pour dire aux malades, c'est-à-dire si le tirade 1 et la tirade 5, c'est en général, c'est très facile de convaincre le patient que vous n'avez rien ou qu'il faut se faire opérer. Pour la classe 3 et la classe 5, c'est comme la classe moyenne, ils posent un vrai problème. Donc la 3 et le 4, c'est très difficile de dire aux malades de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer parce qu'on n'est pas sûr. Et en plus de ça, nous avons fait un travail dans le service pour voir la corrélation entre le tirade 3 et le tirade 4 par rapport à l'histologie. C'est très difficile de se prononcer par rapport à ces chiffres de 6 à 17%. Les chiffres, je pense, sont plus importants en matière de cancer au niveau de la classe le tirade 3 et même au niveau de la tirade 4. La TSH, comme je vous ai dit, ici, la deuxième étape de la discussion, c'est la cytoponction.
La cytoponction, c'est comme l'échographie thyroïdienne avec les tirades. Il y a une classification de Bethesda 2017 et qui fait la même chose, c'est-à-dire avec des cellules, des atypés nucléaires, il y a beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, même avec la cytoponction, on fait le bon diagnostic, c'est un certain nombre de malades, mais pour la majorité, la cytoponction n'est pas contributive et on est un petit peu frustré des résultats de la cytoponction. Donc, les indications dans les recommandations, les nodules supérieurs à 10 mm, les tirades 4 supérieures à 15, tirade 3 supérieure à 20, et voir, on va le voir ça, que dans la surveillance, on peut proposer. Regardez ici le système de Bethesda. En général, ce qu'on fait nous en pratique de tous les jours, pour vous dire réellement, c'est-à-dire on n'utilise pas cette cytoponction, parce que les résultats que nous avons, la sensibilité et spécificité dans le service, même avec l'échographie, c'est-à-dire il y a beaucoup de fonds négatifs. Et ça, c'est notre pratique en pratique de tous les jours. C'est la discussion avec le patient. Parce que c'est parmi les pathologies où la discussion avec le patient occupe une place très importante, surtout dans le cas de tirade 3 et tirade 4. Donc, qu'est-ce que nous avons comme moyen thérapeutique? Nous avons cette surveillance active. Lorsque je dis surveillance active, c'est en fonction de beaucoup d'éléments qu'on va voir, et puis nous avons le traitement chirurgical. Le rythme de surveillance est sujet à controverse. Est-ce qu'il faut voir le malade une fois par an ou 2 fois par an? Est-ce qu'il faut refaire l'échographie ou il ne faut pas la refaire? Et quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération pour quel type de chirurgie qu'on va proposer aux malades? Qu'est-ce qu'on fait nous en pratique? Quels sont les objectifs? Comme je vous ai dit, c'est opérer que les cancers pour éviter le traitement substitutif en cas de goitre. La place pour nous, surtout, c'est nous avons un nodule thyroïdien unilatéral, je pense, et avec une certaine taille, on propose aux malades de faire l'extemporané. En même temps, en péropératoire, nous avons les résultats extemporanés. Et en général, lorsqu'on travaille avec un anatomopathologiste qui est expert, en général, les choses se passent bien. C'est-à-dire, on sait très bien que le cancer papillaire, c'est le cancer le plus fréquent. Au Maroc, je peux vous dire que c'est 95% des cancers de la thyroïde sont papillaires. C'est-à-dire, le cancer où l'extemporané a des problèmes, c'est-à-dire en matière de spécificité, de sensibilité, c'est le cancer vésiculaire. Et en général, au Maroc, c'est rare. C'est-à-dire, chez un certain nombre très important de malades, j'ai trouvé le cancer vésiculaire. C'est-à-dire, c'est 3%, 2% des chiffres comme ça. Mais le cancer papillaire est très, très, très fréquent. Et en général, avec l'examen extemporané, on arrive à faire le diagnostic du cancer de la thyroïde en péropératoire. Et même dans un certain nombre de cas, l'anatomopathologiste est capable de nous dire même la forme, c'est-à-dire le variant. Est-ce que c'est un carcinome papillaire de type classique ou c'est une forme histologique agressive? Parce qu'on va le voir qu'il y a des formes histologiques agressives et qui nous incitent donc à faire la thyroïdectomie totale, même si nous avons un microcarcinome. Donc les éléments qu'on va prendre en considération pour juger la taille du nodule, la bilatéralité du nodule, et en même temps, l'anatomopathologiste, il va nous répondre, est-ce que c'est unifocal ou multifocal? Est-ce que cette tumeur, c'est un carcinome papillaire unifocal ou multifocal? Et tout ça, c'est un élément important. La localisation, les métastases ganglionnaires et, comme je vous ai dit, les résultats de l'extemporané. Donc, c'est important si l'anatomopathologiste il va nous répondre que c'est une tumeur bénigne. Donc, c'est suffisant. Il faut faire donc la loboïsmectomie et l'intervention chirurgicale va s'arrêter à la loboïsmectomie. Le problème, c'est lorsque nous avons la réponse que c'est une tumeur maligne. Que c'est une tumeur maligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes donc dans l'obligation de classer notre malade. Il y a une classification TNM, c'est-à-dire par rapport à la taille du nodule, est-ce qu'il est inférieur à 1 cm, entre 1 et 2, entre 2 et 4, et puis supérieur à 4. Le supérieur à 4, ça veut dire c'est le T3, T4, ça veut dire que c'est un cancer qui est volumineux. Regardez ici, c'est ce que je vous ai appelé sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce que nous avons comme variété? Voilà, ici, c'est les... Voilà. Il y a le carcinome papillaire, et ça c'est important. Il y a le carcinome papillaire
classiques avec ces formes, et puis les cellules, les cancers papillaires qui sont un petit peu agressifs. Chaque fois que vous avez un anapathe à cellules hautes, à cellules cylindriques, sclérosant diffus, à cellules en clou de tapissier. Ces formes histologiques sont des formes, comme je vous ai dit, agressives. Même dans les cancers de taille inférieure à 1 cm, on n'a pas le droit de faire une thyroïdectomie, une loboismectomie. Donc, avec ces formes histologiques, même on va discuter après l'irathérapie et les modalités de suivi, parce que ces malades, on va les classer dans risque intermédiaire. Voilà la stratification des risques. C'est-à-dire, d'emblée, on va classer notre cancer. Est-ce que c'est haut risque, risque intermédiaire, risque faible ou risque très faible? Et vous avez de l'autre côté la corrélation. Lorsqu'on va classer notre cancer haut risque, c'est la thyroïdectomie totale, c'est l'irathérapie, c'est le TSH freinateur. Donc il y a beaucoup d'éléments. Lorsqu'on va classer notre cancer qui est risque intermédiaire, et vous voyez en haut, c'est les métastases ganglionnaires supérieures à 3 cm, c'est l'extension extrathyroïdienne, c'est beaucoup d'éléments qui font que le risque de récidive est très important. Et lorsque le récidive est très important, le traitement doit être agressif. Parce que la pathologie agressive, le traitement doit être agressif, il doit faire appel à toute la panoplie thérapeutique dont nous disposons pour traiter le cancer de la thyroïde. Le risque faible, c'est le carcinome papillaire avec tous les critères suivants. C'est un carcinome. Regardez-les bien encapsulés, absence d'histologie agressive, le micrométastase ganglionnaire inférieur à 5. Il y a beaucoup d'éléments qui sont de bons pronostics et de ce fait, le cancer est classé à faible risque. Alors que le risque très faible, c'est le cancer, c'est le microcarcinome papillaire inférieur à 1 cm et en plus de ça, il est unifocal. Il y a un autre élément qui est en train d'être ajouté à cette classification, c'est le diagnostic moléculaire. Il y a des cancers qui expriment certains gènes et ce diagnostic moléculaire fait qu'un certain nombre de cancers sont sur le plan génétique, sont très agressifs. Comme j'ai dit, il y a des histologies agressives, il y a des génétiques agressives et le traitement doit suivre. Le curage ganglionnaire. Donc, on a touché la thyroïde, on a pris la décision de faire la loboismectomie ou la thyroïdectomie totale. On a dit que la loboismectomie, c'est pour les carcinomes papillaires inférieurs à 1 cm, unifocale, bien encapsulée, sans infiltration de la capsule, sans embole vasculaire, sans, beaucoup d'éléments. On a pris la décision de faire une loboismectomie. Même pour les 1 à 4 cm, on peut faire une loboismectomie si un certain nombre de facteurs de bons pronostics se sont rassemblés. En dehors de ça, toujours, cancer de la thyroïde, c'est la thyroïdectomie totale. Nous avons fait la thyroïdectomie totale. Et le cancer est encore de mauvais pronostics. On va discuter le curage récurrentiel. Il y a des adénopathies. Le cancer a dépassé la capsule de la thyroïde. Est-ce qu'il y a ou non des adénopathies dans la chaîne récurrentielle? Dans ce cas, les indications pour nous du curage récurrentiel, c'est plutôt dans les cancers supérieurs à 4 cm. Et supérieur à 4 cm, et dans les T4, ça veut dire que nous avons une extension extrathyroïdienne. Lorsqu'on dit extension extrathyroïdienne, c'est-à-dire que la thyroïde, le cancer a dépassé la capsule de la thyroïde, il y a une infiltration du muscle. Dans ce cas, on va enlever la thyroïde, le cancer de la thyroïde, les muscles infrathyroïdiens, et on est obligé de faire le curage récurrentiel. Donc c'est les T3, T4. Donc, par rapport au curage récurrentiel, comme je vous ai dit, donc il y a une grande discussion à l'international, mais le plus important pour nous, c'est garder le curage récurrentiel. On va pas le faire pour tous les malades. Pourquoi? Parce que la glande parathyroïde est bien accolée à la thyroïde. Et lorsqu'on fait la thyroïdectomie totale, c'est une première agression pour les glandes parathyroïdes. Si on fait encore le curage récurrentiel, c'est une deuxième agression pour les parathyroïdes. Et les malades vivaient mal leur hypoparathyroïdie. Si pour la dysphonie, il y a un problème, un préjudice esthétique par rapport à la voix, mais par rapport au parathyroïde, c'est très difficile de vivre une hypoparathyroïdie avec un traitement définitif, surtout si c'est une hypoparathyroïdie définitive. Donc, lorsqu'on pense faire le curage récurrentiel, on réfléchit plusieurs fois avant de proposer un curage récurrentiel. Et lorsqu'on voit que le curage récurrentiel il va apporter
un élément par rapport à la survie, un élément par rapport à la prévention de récidives locales. Donc l'érothérapies, il va suivre, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, lorsque vous avez un T3, T4, c'est-à-dire un dépassement de la capsule de la thyroïde et un risque de récidive important, l'érothérapies s'impose. Lorsque vous avez un carcinome papillaire, comme je vous ai dit, nous avons proposé la loboismectomie. Nous avons les T1, les T2, c'est-à-dire entre 1 à 4 cm, sans infiltration de la capsule, sans embole vasculaire, sans embole lymphatique, sans beaucoup de choses. Pourquoi on va proposer l'érothérapie? On propose, c'est la même chose que le traitement chirurgical. C'est-à-dire, lorsque nous avons stratifié le risque, on va proposer le traitement adapté à notre stratification de risque. Haut risque, c'est l'érothérapie. Risque faible, pas d'érothérapie. Risque très faible, pas d'érothérapie. La discussion, c'est pour les carcinomes, pour le risque intermédiaire. C'est là où nous avons besoin d'une concertation avec nos confrères érothérapeutes pour proposer l'érothérapie pour que l'érothérapie soit efficace. On ne va pas proposer l'érothérapie que pour proposer un traitement agressif à tous les coups, mais nous avons besoin de l'érothérapie pour les cancers à haut risque et pour les cancers à risque intermédiaire. Toujours, on va aller dans le même sens. Après l'érothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la scintigraphie post-thérapeutique. Regardez ce TEP au FDG 18. La même chose, on va proposer ça pour les malades à haut risque. C'est-à-dire le haut risque et pour les malades qui ont probablement des métastases. Le traitement hormonal, regardez de l'autre côté, c'est le même objectif. Lorsque vous avez le faible risque, il faut mettre TSH à ce niveau. Lorsque vous avez le risque intermédiaire, TSH doit être entre 0 et 0,5 et le risque élevé, il faut avoir un TSH, c'est-à-dire la frénation maximale des TSH. C'est-à-dire ce raisonnement de stratification de risque, il va nous suivre à toutes les étapes donc, de la prise en charge. La surveillance, elle est clinique, elle est biologique et elle est imagerie. Donc, examen de la loge thyroïdienne et puis le dosage. Le dosage de la TSH, mais l'élément important pour nous, c'est l'échographie cervicale. Dans le bilan d'un cancer de la thyroïde, c'est l'échographie cervicale, la thyroglobuline et les anticorps antithyroglobulines. Donc c'est l'échographie cervicale, la thyroglobuline et les anticorps antithyroglobulines. C'est-à-dire, on va demander ça après 6 mois et on va suivre l'évolution. Si nous avons même le taux de la thyroglobuline, c'est un facteur qui est important. Lorsque le taux est inférieur à 10, ça veut dire qu'on va classer notre malade encore une autre fois en fonction de la thyroglobuline. C'est-à-dire si nous avons une augmentation très importante de la thyroglobuline avec une imagerie associée qui correspond à une récidive, ça veut dire que c'est un haut risque encore de récidive. Et le traitement, il doit être agressif. Alors que si la thyroglobuline, par exemple, elle est inférieure à 6, dans ce cas, on peut proposer un autre bilan de la thyroglobuline, mais d'une manière un petit peu espacée. Pour vous dire que l'échographie et la thyroglobuline et les anticorps antithyroglobulines, je pense que c'est les moyens de surveillance les plus adaptés. Et en fonction du premier dosage qu'on fait à 6 mois, en général, on va classer notre patient et la surveillance par échographie par thyroglobuline va être espacée en fonction de notre classification. Comme je vous ai dit, donc l'échographie cervicale, la scintigraphie, le suivi des patients à haut risque, et puis le scanner et l'IRM, c'est lorsque nous avons une augmentation très importante de la thyroglobuline et la scintigraphie est négative. Dans ce cas, ce sont des métastases qui ne fixent pas. Nous avons besoin d'un autre type d'imagerie pour visualiser ces métastases ou une récidive locale. Donc, conclusion, pour ne pas trop tarder, pour vous dire que les nodules thyroïdiens sont très fréquents, que leur incidence est en augmentation, mais la mortalité n'a pas changé. L'incidence a augmenté parce que les moyens de dépistage, c'est-à-dire l'échographie, la cytologie, surtout l'échographie, surtout pour les médecins généralistes, une fois que cette échographie cervicale a été généralisée, donc on faisait beaucoup de diagnostics de nodules thyroïdiens et donc l'incidence a augmenté, mais la mortalité n'a pas changé. Et puis les cancers de la thyroïde restent parmi les cancers, c'est
je peux vous dire que c'est parmi les rares cancers on peut parler de guérison. Entre parenthèses, hein, parce qu'en général, pour le cancer, on parle de rémission complète ou de rémission incomplète pour le cancer. C'est parmi les rares cancers et on peut parler de guérison parce que les récidives, s'il y a récidive, ils surviennent après une longue période. Donc, prise en charge personnalisée, classification des risques à tous les niveaux. Avant la chirurgie, après le traitement, dans l'évolution, dans la surveillance, il faut classer donc nos malades en permanence. Et puis, la démarche diagnostique vise à repérer le maximum des cancers, tout en opérant le minimum des nodules. C'est notre hantise en tant que clinicien de ne pas opérer les nodules bénins. Et je vous remercie.